Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. L'innovation scientifique et les nouvelles technologies nous font faire chaque jour de formidables bonds. Mais jusqu'où nous mèneront-elles et vers quoi faut-il les canaliser afin que l'épanouissement de l'homme et de la femme, quelle que soit leur race et l'endroit où ils vivent, reste toujours au cœur de la vision? C'est de cela, entre autres, que je veux évoquer ce soir avec l'un de nos plus brillants chercheurs algériens que je vous présente de suite. Zaki Allel, bonsoir. Vous êtes un jeune chercheur algérien établi aux États-Unis depuis de longues années, après avoir été formé en médecine en Algérie, à Oran précisément. Vous avez fait en cursus et en stage les plus prestigieuses écoles et universités du monde, telles Oxford, Harvard ou Stanford. Vous avez lancé une start-up dans l'innovation médicale en Californie, dans la Silicon Valley, et avez été l'ambassadeur en France de l'Université de la Singularité, une initiative de Google et de la NASA. Vous êtes aujourd'hui chercheur à l'Institute of World Politics, chercheur en géopolitique des technologies. Mais avant de comprendre ce que tout cela veut dire, je voudrais que l'on regarde cet extrait de vos interventions. Les propos sont en anglais, nous y reviendrons en explication dans un instant, mais regardons. Okay, good morning, everyone. I am very excited to be up here today to talk to you about something that my team and myself have been very passionate to work on, which is organ transplants. But before I start, I would like to share with you a personal story that personally impacted me and changed the way I see things and the way I worked with organ transplants. 4 years ago, when I was doing my rotations as a medical student in heart surgery, we had an adorable little girl who came for a follow-up session after surgery, after heart surgery. She had basically a rare disease where she had 2 chambers in her heart communicating with each other, and she needed to have it fixed. So she got it fixed, and then at some point, a few years after, her heart got tired, and she needed actually to have a real transplant. So I was there that very first day for that consult, and I will never forget the reaction in the patient's face when the surgeons announced basically that their little daughter had needed a transplant. Be able, in fact, to achieve what we call life extension. So indirectly down the road, it can be even life extension, and we truly believe that we can take life expectancy from 80 years old to 120 without any problem. So please join me in welcoming Zaki Allel. Thanks for coming. Thanks for coming, Zach. I hope you're not too jet lagged. No, I'm fine. So far, so good. Good. Let's just to clear sort of up any questions it is, what is the Singularity University? What is its mission? So the Singularity University is a think tank as well as a education center that's based in Silicon Valley, in Mountain View, right at the heart of NASA and also the NASA Research Center as well as right in the heart of Silicon Valley. Its mission is to educate people, the next generation leaders, as well as decision makers on the impact, the societal impact, the political impact, the economic impact of what they call exponential technologies, AI, neurosciences, biotechnology, nanotechnology, robotics, etc. Retour sur le plateau, Zaki Allel. Alors, la dame vous interrogeait sur la signification de cette université de la singularité. Alors, qu'est-ce que cela signifiait et qu'est-ce que vous y faisiez? Merci beaucoup pour l'invitation. L'Université de la Singularité, comme je l'expliquais en anglais, est un centre de recherche et un centre de réflexion qui a été initié par Google et la NASA et qui a pour but d'enseigner, d'éduquer, de faire des travaux et des recherches et de faire de l'innovation dans ce qu'ils appellent les technologies exponentielles, les fameuses NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, intelligence artificielle et sciences cognitives.
D'accord. Alors ça a duré de quand à quand? C'était à l'initiative de Google? J'ai initialement, vous parlez de l'université ou vous parlez de l'université? L'université est tout à fait récente. Elle est née en 2009 sur l'initiative d'un technophilanthrope qui s'appelle Peter Diamandis, qui est d'ailleurs médecin de formation et qui a quitté la médecine clinique d'origine grecque, et un expert mondial reconnu dans l'intelligence artificielle qui s'appelle Ray Kurzweil. L'initiative était née en 2009 et qui continue d'exister jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, ce projet a-t-il abouti? Et est-ce que vous y travaillez toujours? Je ne travaille plus pour l'Université de la Singularité depuis 2016. D'accord, mais ce projet est toujours en marche? Absolument, c'est une université qui est toujours existante, qui a complètement changé son modèle d'éducation, son modèle de développement, mais qui existe toujours tout à fait. Pourquoi l'avez-vous quitté? J'ai quitté l'université parce que principalement je n'adhérais pas à certaines idéologies qui étaient pour moi des idéologies fantaisistes, qui émanaient d'une certaine culture américaine, californienne, qui croyaient à l'immortalité en utilisant les technologies, etc. Et puis surtout aussi à une vision qui pour moi n'était pas réaliste du monde, d'un point de vue où ils voyaient que les technologies offraient les solutions à tous les problèmes du monde, et je n'adhérais pas à ces idées-là. Donc c'était les deux principales raisons pour lesquelles j'avais quitté le centre. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes donc chercheur en géopolitique. Qu'est-ce que cela signifie? Je travaille sur des dossiers qui touchent à la géotechnologie, c'est-à-dire l'impact des technologies dans les relations internationales, dans les affaires stratégiques. Ceci concrètement veut dire comprendre les phénomènes qu'engendrent les technologies, comme qu'on parle des réseaux sociaux, qu'on parle de l'intelligence artificielle ou qu'on parle d'échange d'informations et de communication, l'impact de l'information sur les relations internationales. Je me focalise sur ces questions bien précises. D'accord. Vous êtes basé donc à Washington. Tout à fait. Et dans la pratique, comment exercez-vous cette recherche? Alors, je travaille avec des équipes de chercheurs, d'autres chercheurs qui ont des expertises bien pointues. On a tous les jours pratiquement des réunions où on a des besoins et des réponses à apporter sur certaines questions, par exemple de l'actualité. On travaille tous ensemble à synthétiser avec certains outils d'analyse. On arrive à aboutir à des conclusions, on fait des synthèses qui ensuite sont utilisés par ceux qui font les lois, par la branche exécutive, c'est-à-dire des conseillers à la Maison-Blanche, qu'ils peuvent utiliser pour leurs propositions de loi, etc. Donc concrètement, c'est un travail de recommandation qu'on fait pour les faiseurs de loi, ce qu'on appelle en anglais les policy makers, les législateurs. D'accord. Et cette dénomination géopolitique signifie que vous vous intéressez à tous les endroits de la Terre en matière technologique? Je m'intéresse principalement, actuellement, je m'intéresse principalement à certaines zones géographiques, notamment la Russie et la Chine, et leur impact, et leur utilisation des technologies et leur impact sur les États-Unis. Mais on est en plein scénario de guerre également, puisque les technologies, c'est aussi l'armement. Absolument, absolument. Les technologies aujourd'hui ont été d'ailleurs rajoutées. J'avais publié un article sur lequel je fais référence à l'Ouatan en juillet 2017, avec aussi un éminent conseiller ici en Algérie. On avait travaillé ensemble sur ce papier où on avait signalé que l'OTAN, par exemple, et d'autres armées du monde considèrent aujourd'hui le cyberdomaine comme un quatrième domaine tout à fait égal à l'air, la terre et la mer. Et donc aujourd'hui, effectivement, le monde du cyber est un terrain de guerre, tout à fait. Et alors, toutes ces études, quel est l'objectif qu'il y a derrière ces études que vous poursuivez et pour l'Institut qui les organise? Je pense que d'abord, ils ont un but de sensibiliser les preneurs de décision, notamment les conseillers à la Maison-Blanche, de comprendre l'impact des technologies auxquelles ils font face. Je fais par exemple référence à une question d'actualité qui a été celle des données qui ont été utilisées par une entreprise qui était affiliée à Facebook, et ces données-là avaient été utilisées
pour cibler des électeurs et faire pivoter une élection aux États-Unis. Jusqu'à ce jour, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. C'est techniquement complexe et compliqué. On est arrivé à faire le lien entre Facebook et cette entreprise que récemment. Donc, le travail qu'on fait, c'est de surtout piocher et essayer de comprendre les liens entre les impacts de ces technologies. Est-ce que vous vous intéressez aussi aux parties du monde qui sont, je dirais, plus dans le besoin, plus nécessiteuses de technologie et voir comment peut-être aider au développement technologique de ces pays-là? Absolument, absolument. Je suis ici à Alger depuis quelques semaines pour collaborer avec des organisations et avec le gouvernement pour travailler sur des projets d'innovation et d'éducation surtout. Parce qu'aujourd'hui, ce que je relève, ce que je note, ce que je vois dans l'écosystème algérois et l'écosystème algérien de façon plus générale, c'est qu'il y a un manque énorme en talent informatique, par exemple. Et on travaille sur des projets d'infrastructure, on travaille pour bâtir des projets d'infrastructure dans l'innovation. Vous dites qu'on manque de talent en informatique en Algérie, et pourtant pense... on en exporte, y compris vers les États-Unis. Absolument. Peut-être je rectifie ma formule. Ce n'est pas qu'on manque de talent, mais c'est qu'aujourd'hui, les talents qui sortent des universités, à mon avis, il y a une différence entre des jeunes qui sortent formés avec des diplômes qui sont des pépites et une grande majorité qui aujourd'hui n'arrivent pas à s'actualiser au dernier langage de programmation, par exemple, pour qu'ils se fassent recruter dans des entreprises. Il y a des entreprises qui ont des besoins pointus. Je vous donne un exemple tout bête. Des compagnies d'assurance qui ont besoin de créer, de digitaliser leur process, par exemple, et qui ont besoin de codeurs pour créer leurs applications. Ces applications, dans les smartphones, par exemple, aujourd'hui sont codés dans des langages qui sont récents, qui nécessitent un apprentissage rapide, etc. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils sortent de ces universités, ont besoin, à mon avis, non seulement d'avoir des bagages académiques lourds, c'est-à-dire une compréhension de l'informatique, mais aussi d'avoir un sens artistique à leur travail, c'est-à-dire être capable de concevoir, être à jour dans tout ce qui se fait dans le monde. Donc, une des problématiques que je note, c'est d'abord ce manque d'être à jour. Et puis, une autre problématique que je note, c'est le fait que ces étudiants-là, que l'écosystème en général d'innovation en Algérie est isolé et déconnecté du reste du monde. Et j'ai été surpris depuis quelques années. J'étais principalement en 2015 ici en Algérie pour quelques passages, et ensuite aujourd'hui en 2018. Et je remarque un changement énorme dans le sens où il y a beaucoup d'initiatives de la part de jeunes, des initiatives sur l'innovation, des initiatives sur l'entrepreneuriat, où les jeunes voyagent beaucoup, vont s'inspirer de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique et reviennent ensuite pour créer cette dynamique dans leur communauté. Donc, je pense que ça commence je note un dynamisme qui est différent de celui de 2015. Les technologies sont beaucoup liées à Internet aujourd'hui. Et comment vous jugez, depuis votre regard, votre expérience maintenant, beaucoup se plaignent ici du débit, par exemple, d'Internet qui ne porte pas à faciliter les choses. Beaucoup se plaignent aussi du manque de contenu qui est donné sur Internet de la part des sites algériens. Alors, est-ce qu'on est loin de ce qu'il faut être, de ce qu'il faut faire? Comment vous jugez tout cela sur la rubrique Internet? Je ne peux pas apporter une réponse claire sur la connectivité et le bas débit pour la simple raison que je n'ai pas vu, je ne me suis pas planché sur cette question bien précise en Algérie. Par contre, sur le contenu, je pense qu'il n'y a pas un manque de contenu en Algérie, de par mon observation. Il y a effectivement une presse électronique qui est assez bien développée. Je rencontre des jeunes qui ont commencé des initiatives tout à fait formidables. Et pas plus tard que cette semaine, j'ai rencontré un jeune tout à fait brillant qui avait créé sa chaîne YouTube où il met en évidence les jeunes acteurs de la société civile ici en Algérie.
vie, qui racontent leur vie, qui racontent leurs actions. Ça, c'est du contenu. Donc, je remarque qu'il y a une création de contenu audiovisuel et il y a pour moi, le contenu de la presse électronique est existant, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide, d'accord. Vous avez aussi ce sentiment que, alors que les pouvoirs publics sont à l'écoute de tout l'univers technologique, tout ce qui va se faire aussi à l'avenir. Est-ce que, de ce point de vue-là, est-ce que vous avez la sensation que le gouvernement algérien est là aussi pour appuyer les choses comme il le faut? Alors, ça dépend de quel domaine nous parlons. Parce que le monde du cyber est un monde qui est très vaste. Je pense que si on touche au monde, par exemple, la cybercriminalité, il y a effectivement eu un changement et un développement tout à fait formidable. Je viens de voir sommairement un rapport qui avait été publié cette semaine et il y a eu des efforts considérables de par les services de police, les services de gendarmerie. Moi-même, j'avais été justement victime d'une affaire de cybercriminalité qui s'est fait tout à fait bien passer chez la gendarmerie nationale. Si on parle des questions, à mon avis, à mon humble avis, il y a un développement à faire et un travail à faire dans le monde de la cybersécurité économique, de la cyberéconomie, du cyberespionnage. Aujourd'hui, il y a des opérateurs asiatiques, je ne vais pas citer des noms, mais des opérateurs asiatiques qui participent à des activités de vol de propriété intellectuelle, à des activités de pompage du contenu des entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, le risque le plus important, c'est pour les entreprises algériennes, qui est un risque pour moi important. Et une des solutions auxquelles je peux penser juste comme ça, de manière sommaire, c'est la création d'entités ou la création de commissions, de comités qui réfléchissent aux questions de cyber-risque économique, aux questions liées à l'impact économique de la cybersécurité. Et ensuite, donc là, je pense qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à faire. Et il y a deux autres domaines que je pense dans lesquels l'Algérie excelle, qui sont la lutte contre le cyberterrorisme et la cyberguerre en général, qui sont du ressort d'autres entités étatiques qui, pour moi, sont tout à fait développées. Est-ce que l'Algérie, sans doute, comme d'autres pays, est peut-être sujette aussi à de la cybercriminalité, mais des personnes qui s'intéresseraient ou des institutions qui s'intéresseraient à ce que fait l'Algérie en termes d'espionnage notamment, ou d'intelligence économique, est-ce que nous savons nous défendre? Alors, il ne faut pas oublier que quand on parle d'économie, c'est d'abord un secteur privé qui est extrêmement développé, puis un secteur public. Vous avez des acteurs qui utilisent aujourd'hui, je prends un exemple tout simple, qui utilisent des applications de messagerie qui stockent du contenu. Vous avez des échanges de mails avec des transferts de données quand même, des données économiques d'entreprises qui peuvent être sensibles aussi, hébergées à l'extérieur de notre pays. Ça, c'est un exemple tout simple. Et je pense que ceci passe par exemple par des projets de loi qui vont encadrer la souveraineté des données. Ça passe par la sensibilisation des employés dans la bonne utilisation des manières d'utiliser leur ordinateur, de chiffrer leur contenu, d'utiliser des bons mots de passe. Ça semble très basique, mais ça peut changer énormément la donne. On a vu que l'opération, par exemple, de déstabilisation des élections américaines de certains bureaux de vote avait commencé simplement par des emails qui contenaient des virus et les destinataires n'avaient tout simplement pas d'antivirus. On voit certains pays actuellement développer des budgets qui seront consacrés à l'avènement de la digitalisation, en tout cas au renforcement des véritables budgets conséquents où tout le monde, en amenant tout le monde à y adhérer, les entreprises, les institutions. Ce sont des choses qui sont importantes aujourd'hui, il faut y aller, et au dépens même peut-être d'une fracture sociale, peut-être.
Fracture numérique. Qu'est-ce que vous voulez dire par fracture numérique? Je veux dire que dépendre de la société pourrait être un petit peu lésé dans ce type de démarche. Est-ce que tout le monde peut suivre à la cadence? Alors, la cadence, on ne peut pas l'arrêter. La cadence, elle est rapide. C'est pour ça qu'on appelle que des technologies exponentielles, des technologies exponentielles. C'est-à-dire que si on a commencé avec le 1.0, le 2.0, c'était les réseaux sociaux qui ont permis quand même d'avoir des impacts géopolitiques dans le Moyen-Orient et avec le printemps arabe qui n'était pas aussi un printemps. Il ne faut pas oublier par exemple que la révolution en Tunisie, c'était Twitter. Parce que ce n'était pas anticipé. Aujourd'hui, on parle déjà du 3.0, voire du 4.0. Le 3.0, on parle par exemple des objets connectés. Les objets connectés peuvent effectivement représenter un risque extrêmement important, de par le développement extrêmement rapide, de par, voire par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Il y a des fabricants d'appareils d'électroménager qui offrent des télés connectées, qui offrent des appareils connectés, qui contiennent des caméras, qui contiennent des micros. Et on a prouvé à maintes répétitions que ces objets-là peuvent être pénétrés et peuvent faire fuiter des données personnelles. Donc, je pense que ça, c'est l'usage que je dirais pire usage. Donc vous recommandez de mettre du scotch sur les caméras? Tout à fait. C'est l'usage. Et sur les micros, maléfique. Sur et aussi d'avoir un bon antivirus. Faire attention aux applications qu'on télécharge par exemple sur les Play Store, la boutique des applications sur les appareils Android par exemple. À maintes reprises, on a trouvé qu'ils contenaient du code malicieux qui faisait fuiter sans la connaissance de l'utilisateur des données, les messages, etc. Donc ça, je parle d'un usage maléfique. Mais ne nous focalisons pas non plus que dans le côté négatif. Il y a aussi un côté extrêmement positif qui, juste ce matin, je parlais avec un directeur d'une assurance qui me faisait part de son enthousiasme de procéder à la digitalisation, à la transformation digitale de son entreprise. Et j'ai trouvé ça absolument formidable parce que d'abord, ça permet de booster son économie, ça permet de faciliter la vie aux utilisateurs. Et là, il y a un aspect positif. Donc, à mon avis, ça revient au point où je vous disais tout à l'heure qu'il faut créer une sorte d'entité qui va s'approfondir sur ces questions-là, sur les questions de cyber-risque économique, sur les questions de cyberguerre économique. On parle de cyberguerre économique et ce n'est pas uniquement du ressort c'est un ressort, c'est du ressort de toutes les preneurs, toutes les entités nationales, que ce soit économique ou autre. Alors, Zakia Hallel, vous avez fait médecine à Oran. Qu'est-ce qui vous a amené de la médecine à nous parler de cybersécurité, d'informatique C'est vrai que c'est sauté de plusieurs domaines. Effectivement de la médecine à Oran où j'étais passionné par l'innovation et la créativité, par la conception des choses, par la construction d'un monde de demain. Et de fil en aiguille, de passion en passion, d'endroit à endroit, je me suis retrouvé à San Francisco où j'avais justement créé ma start-up. Donc j'étais dans le monde de l'innovation. Alors une start-up dans quel domaine? Une start-up dans les biotechnologies qui était à but non lucratif et qui développait des solutions pour préserver des cellules et ensuite des tissus et ensuite des organes afin qu'on puisse faciliter le monde de la transplantation médicale. Pourquoi but non lucratif? Parce que j'estimais que la technologie a un but, mais pour moi, c'était le médecin en moi qui ne voyait pas d'intérêt à faire du profit
avec de l'innovation, tout simplement. Donc c'était d'ordre strictement personnel. Où est arrivé ce projet? En fait, c'est un projet qui consistait à essayer de conserver des tissus, des organes. Alors, c'est un projet, initialement, on a beaucoup changé, on a beaucoup pivoté, comme toute start-up qui change. On avait commencé avec un projet où on voulait conserver des organes et on s'était rendu compte, après des recherches, qu'on ne pouvait pas conserver des organes, qu'il y avait des recettes pour préserver des tissus et espérer un jour qu'on puisse conserver des organes. De ça, on s'était rendu compte que ces recettes-là, en fait, n'avaient pas de valeur en soi parce qu'on pouvait avoir d'autres compétiteurs qui pouvaient avoir des recettes similaires. Donc il y avait un problème de propriété intellectuelle. On avait changé le modèle en un incubateur de chercheurs qui travaillaient sur la conservation d'organes. Donc c'était littéralement passé d'une petite start-up qui travaillait sur une recette de conservation d'organes à un incubateur de chercheurs qui travaillent sur les techniques de conservation d'organes. Et aujourd'hui, on a une vingtaine de chercheurs. Je suis resté dans le conseil d'orientation stratégique de la start-up. Donc l'entreprise existe toujours? Tout à fait. Et on a une vingtaine de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là aujourd'hui. D'accord. Et de là, vous avez été séduit par Google, c'est à ce moment-là que vous rejoignez... Alors, j'avais été recruté comme chercheur ou enseignant assistant à l'université de Google, l'université de la singularité. Et puis ensuite, on m'avait donné une chance de pouvoir diriger cette université dans les pays francophones. J'avais fait beaucoup de va-et-vient à Paris où je devais nouer des liens avec les preneurs de décision, avec les chefs d'entreprise, avec les cabinets ministériels, avec les universités. Donc, l'université de la singularité voulait créer un écosystème en France et ensuite dans les pays francophones. Ce qui était intéressant, c'est que j'avais vécu en première main, je dirais, la disruption que vivait la France à l'époque. En 2015, il y avait des gens qui brûlaient des pneus et bloquaient la périphérie parce qu'ils se plaignaient de l'ubérisation. Il y avait des prises de position qui étaient très extrêmes, très extrêmes et très radicales. Soit vous aviez des technophobes qui ne voulaient pas du tout du développement technologique, et soit vous aviez des technophiles qui croyaient en une technologie qui pouvait tout faire. Et moi, ma vision n'adhérait ni à ces deux extrêmes, mais voulait établir un juste milieu. Et c'est une des principales raisons pour lesquelles j'avais quitté l'Université de la Singularité pour rejoindre ce centre de recherche à Washington. Cette Université de la Singularité ou ce type d'initiative, est-ce qu'elles peuvent éclore aussi dans des pays comme l'Algérie? Alors, en Algérie, à mon humble avis, encore une fois, c'est une question d'écosystème. L'Algérie investit énormément dans les infrastructures et dans tout ce qui est dur. L'innovation, c'est d'abord les jeunes, c'est d'abord la collaboration au sein d'un écosystème qui est complémentaire. Il faut que le gouvernement puisse travailler avec les universités, qu'il puisse travailler avec les entreprises, qu'il puisse travailler avec les fonds d'investissement, qu'il puisse travailler avec les jeunes entrepreneurs. Il y a des piliers à un écosystème. Et je pense aujourd'hui, en 2018, comparé en contraste à 2015 où j'ai été ici, il y a pour moi un changement qui est extrêmement positif parce que je rencontre beaucoup d'initiatives, des jeunes qui veulent créer des espaces de coworking, des jeunes qui ont créé un Uber à l'algérienne, des jeunes qui créent des entreprises avec des objets connectés qui permettent de mesurer certaines données industrielles. Donc il y a un changement et c'est ces jeunes-là qui vont faire partie d'un écosystème algérien d'innovation qui va ensuite agir comme un wagon de ce monde de l'innovation. Votre parcours exemplaire peut encourager beaucoup de monde aussi à faire comme vous ou comme vos prédécesseurs, dont beaucoup sont dans la Silicon Valley. Je pense aussi à Elias Zerhouni, qui a été à la tête du département, enfin du secteur médical, la santé. Qu'est-ce que vous diriez donc à ces jeunes aujourd'hui? Il est bon aussi d'aller
d'aller essayer de faire expérience de l'autre côté de l'océan? Bien sûr qu'il est bon de faire des expériences, mais il ne faut pas oublier qu'on a une mère patrie. Et c'est une des principales raisons pour laquelle je suis revenu ces dernières semaines pour travailler avec ces organismes dans des projets d'infrastructure. Ça rejoint aussi ce que je suis en train, peut-être ma réponse rejoint à ce que je vous avais dit tout à l'heure par rapport à la connectivité, le fait que nos jeunes ont été déconnectés du monde. Il n'y a pas un extrême où, à mon avis, il y a un extrême où on est complètement déconnecté et un extrême où on veut partir sans jamais revenir. Il y a un juste milieu où on peut partir s'imbiber de ces développements technologiques et revenir faire développer le pays. Et c'est ma vision personnelle, c'est celle à laquelle je crois. Et effectivement, il y a des modèles, que ce soit professeur Zerhouni, qui était médecin algérien et qui est parti aux États-Unis pour ensuite réussir à devenir le directeur du National Institute of Health, qui est la principale organisation de recherche biomédicale et de recherche en médecine. Donc, pour moi, effectivement, c'est des modèles. Il a été mon modèle. Je l'avais contacté quand j'étais étudiant en médecine. Il m'avait répondu, il m'avait encouragé. Ça avait effectivement changé ma vie. Et aujourd'hui, encore une fois, j'encourage les jeunes à croire en leurs compétences et à suivre leur étoile du Nord. Quelle est votre étoile du Nord, à vous, maintenant? C'est celle de donner un retour à ma patrie, d'abord. Parce que j'ai acquis une certaine expérience, j'ai acquis une certaine vision du monde et j'ai envie de bâtir mon pays de demain, bâtir à la manière avec laquelle j'estime est la bonne pour mon pays. Sur les organes, sur la transplantation, comment vous jugez un petit peu aussi ce qui se fait aujourd'hui dans notre pays? Et puis, quel regard, vous qui êtes très attaché à votre pays et sans doute peut-être à sa religion, quel regard vous faites par rapport justement en matière d'organes, de transplantation, d'essayer de faire vivre les gens plus longtemps par rapport à ce qui se dit en matière religieuse? Est-ce que vous avez été jusque-là? Bien sûr, on s'est intéressé aux questions religieuses et aux questions que je dirais un petit peu tabous. À mon avis, la question de la transplantation et la question de la religion est une question qui va devenir, peut-être qui ne va plus être posée au moment où on va en avoir un développement technologique sur lequel moi j'y crois beaucoup, qui s'appelle la technologie EPS et qui permet, à partir de sa cellule cutanée, avoir une cellule souche, rétrograder cette cellule cutanée en une cellule souche. Il y a des recherches qui se font qui vont permettre, et on a parlé de délais d'une dizaine à une quinzaine d'années, d'utiliser des cellules souches afin de pouvoir générer un cœur. Il y a des travaux qui se font, des entreprises qui existent aux États-Unis qui font des recherches sur comment on peut bio-générer un organe, bio-imprimer un organe. Et à partir du moment où un jour, et moi j'estime encore une fois que ça va être un délai d'une dizaine à une quinzaine d'années, on va être capable, à partir de sa cellule cutanée, d'avoir son propre cœur. Et pour moi, la question ne sera pas posée celle de la question éthique de est-ce que ou pas je devrais recevoir d'une autre personne un organe ou pas, puisque c'est votre propre organe. Très bien. La crise, l'Algérie vit une crise économique qui l'a amené, en matière économique en tout cas, à revenir sur elle-même, notamment à restreindre les importations. Bon, on est dans une démarche un petit peu compliquée de ce point de vue-là. Est-ce que cela doit-il freiner, empêcher le développement technologique? Je pense que c'est une opportunité. Je pense que c'est une véritable opportunité parce que la transformation digitale est une opportunité pour l'économie algérienne. Je ne suis pas expert économiste pour pouvoir parler sur l'impact de la crise du pétrole sur l'Algérie. Je pense que la transformation digitale est en effet un levier très important pour l'économie algérienne. Alors je m'intéresse encore à vous. À quoi vous vous attachez le plus dans cette vie aujourd'hui? C'est une question un peu philosophique, mais qui va m'amener sur d'autres pans de votre personnalité. Je pense que ça serait de vivre le présent.
Et c'est ce que vous recommandez à tous. Absolument. Avoir peut-être aussi développé aussi sa fibre artistique, car vous avez cette belle dimension, vous êtes un pianiste aujourd'hui reconnu. Vous avez le temps de composer tout ce que vous faites avec la musique? Absolument, je travaille sur un deuxième album qui j'espère sera abouti en 2019. Vous savez, composition, ça prend du temps, il faut laisser mûrir, on y revient, on change, on n'aime pas ce qu'on a fait, etc. Mais mon deuxième album va être différent du premier dans le sens où ça va être un piano et orchestre. Le premier album qui s'appelait Célestial était un album purement piano. Et c'est un album de composition. J'aime beaucoup composer. C'est des compositions qui racontent mes histoires, qui racontent des expériences, qui racontent la nature, qui racontent la vie. Eh bien, c'est sur ces jolis mots que nous allons nous séparer. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette émission. Et je vous dis, je vous souhaite une belle carrière, que ce soit là-bas, avec sans doute une continuité en Algérie et peut-être un retour définitif un jour. Et c'est bien entendu en musique que nous allons nous séparer avec une de vos œuvres. Voilà, chers téléspectateurs, de rien. Chers téléspectateurs, je vous remercie de votre attention et je vous laisse savourer ce morceau musical de Zaki Hallel.